L'ostéoporose, c'est un sujet que vous avez choisi pour une nouvelle émission Duo de Doc sur Tandem TV avec mes deux comparses, Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Mickaël. Et le docteur Herbstein depuis l'Est de la France. Bonsoir docteur Herbstein. Bonsoir Aurore, bonsoir Mickaël. Bonsoir docteur. Comment allez-vous docteur Herbstein? Un petit mot. Fort bien, fort bien. Alors, l'ostéoporose, c'est un petit peu un enchaînement de notre précédente émission, puisque nous avons parlé d'un sujet également ostéo-articulaire, on a parlé de l'arthrose et de l'arthrite, et bien cette semaine, donc, l'ostéoporose, excusez-moi. Ouais. Première question évidente, qu'est-ce que l'ostéoporose et quelle en est la physiopathologie? Alors, imaginez chez vous, dans votre maison, qu'il y ait toujours des petits maçons. Genre Mario et, je sais plus comment s'appelle son copain. Luigi. Enfin bon, bref, Luigi, voilà, bah, c'est des plombiers, mais là, c'est des maçons. Donc, il y en a un qui gratte la vieille pierre, et il y en a un qui reconstruit la pierre. C'est-à-dire que vos os sont en perpétuel remaniement. Et c'est ça qui est fabuleux dans le corps, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même os que vous aviez il y a quelques semaines, puisque vous avez ce qu'on appelle un turnover, c'est-à-dire que vous avez le vieil os est détruit, et du nouvel os est reconstruit. Et ça, c'est dû à deux types de cellules. Alors, on va faire un peu de choses savantes. Les ostéoclastes, eux, ils cassent. Les ostéoblastes, comme B, blast, ça bâtit, c'est des bâtisseurs. C'est eux qui reconstruisent. Donc, ils construisent de l'os à base de la pierre qui s'appelle du calcium. Et la colle du calcium, c'est la vitamine D. C'est-à-dire que si jamais vous avez un manque de l'un ou de l'autre, ça va plus. Il peut se passer ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et naturellement, il y a des chefs d'orchestre qui contrôlent cette action de destruction et de reconstruction. Ce sont les hormones. Les deux principales hormones, c'est les oestrogènes chez les femmes et l'androgène chez l'homme. Et dès lors qu'il y a un déséquilibre hormonal, bah forcément, les petits maçons, ils perdent un peu la tête. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que ce sont les destructeurs qui deviennent plus costauds et ils grattent l'os, ils détruisent l'os. Et à ce moment-là, ben là, c'est comme n'importe quel échafaudage, ben paf, ça se casse, ça se fragilise, et c'est ça l'ostéoporose. Alors, vous avez déjà annoncé plein d'acteurs dans ce rôle de l'ostéoporose, ostéoclaste, ostéoblaste, oestrogène, vitamine D, calcium, et vous avez dit que c'est un déséquilibre qui provoque l'ostéoporose. Alors justement, de manière un peu plus simple, quelles sont les causes de l'ostéoporose? Bah, de toute façon, il suffit de prendre la physiologie, enfin la physiopathologie, et de prendre chacun des acteurs et de comprendre que dès lors qu'il y a un déséquilibre ou un des acteurs commence à mal fonctionner, ça provoque l'ostéoporose. Ça peut être un manque de calcium, donc la pierre, un manque de vitamine D, donc la colle, ou alors un dérèglement hormonal, c'est-à-dire le chef d'orchestre qui permet de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes causes d'ostéoporose. Donc, un manque de calcium, un manque de vitamine D et un trouble hormonal. Et naturellement, le principal trouble, enfin, on ne peut même pas parler d'un trouble parce que c'est physiologique, dès qu'il n'y a plus d'oestrogène, c'est-à-dire au moment de la ménopause, bah, c'est là que les problèmes surviennent. Si je vous comprends bien, docteur Epstein, l'ostéoporose, en réalité, c'est le corps qui s'autodétruit parce qu'il y a une activité d'ostéoclaste plus importante que d'ostéoblastes, qui sont des autres types de cellules. C'est, en termes très savants, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez plus de destruction osseuse que de construction. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains aliments qui favorisent l'apparition de l'ostéoporose ou au contraire qui nous permettent d'y échapper un peu Alors mieux? c'est une question qui est très très large parce que si vous voulez, il n'y a pas un aliment qui provoque l'ostéoporose. C'est pas par exemple comme le sucre, vous mangez trop de sucre, vous avez du diabète. Il n'y a pas un aliment qui le provoque. En revanche, il y a des aliments qui favorisent l'ostéoporose. La première chose qui favorise l'ostéoporose, c'est l'obésité. Parce que on en parlera dans les facteurs de risque. Les personnes qui sont en surcharge de poids, c'est des facteurs de risque d'ostéoporose parce qu'on sait maintenant que les gens qui sont en surcharge de poids, il y a un syndrome inflammatoire qui se passe dans le corps et que l'inflammation chronique peut provoquer l'ostéoporose. Maintenant, qu'est-ce qui favorise l'ostéoporose? C'est pas un aliment, c'est un déficit en aliment. C'est les gens qui mangent pas de calcium. Alors, attention, on va régler le problème du calcium tout de suite. Tout le monde dit, faut manger, enfin en France, il y a la pub, les 5 étages, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça, c'est naturellement un peu sous le haut patronage de l'industrie du lait. Non, le lait, si vous voulez, c'est bien pour les enfants. Bébés. Voilà.
Passer un adulte, boire du lait, c'est pas trop bon. Hein. D'ailleurs, le lactose, pour les adultes, c'est pas terrible. Donc, le lait, si vous croyez prendre du calcium en buvant 3 litres de lait par jour, c'est pas une bonne idée. Les fromages, peut-être, oui, mais bon, d'un autre côté, la quantité de calcium dans ce qu'on appelle le calcium animal n'est pas franchement exceptionnelle. Si vous voulez vraiment manger du calcium, il faut manger du soja, des algues. Il y a certains également, par exemple, le cerfeuil, le persil, sont très riches en calcium. Bon, maintenant, si vous voulez être plus simplement, il y a des pastilles de calcium qui sont chez nous remboursées par la Sécu. Vous mettez une pastille dans un verre de flotte et vous buvez ça, et vous avez votre ration de calcium quotidienne. Ce qui va vous éviter de manger 3 kilos de camembert et prendre 10 kilos. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui peuvent laisser suspecter à l'individu qu'il a éventuellement de l'ostéoporose? Alors non, les symptômes, il n'y a pas un symptôme cardinal qui va dire « Ah, ça c'est l'ostéoporose ». En revanche, c'est les conséquences de l'ostéoporose qui peuvent se manifester et qui peuvent nous éveiller. L'ostéoporose, c'est une maladie de dépistage. C'est-à-dire qu'on dépiste l'ostéoporose en fonction de certains facteurs de risque dont on parlera tout à l'heure. Mais la première chose à laquelle on pense quand on parle d'ostéoporose, c'est une fracture. C'est-à-dire, c'est des fractures de contrainte, hein, parce que l'os n'est plus assez costaud, donc forcément, il se casse. Et les premières fractures qu'on peut rencontrer, qui est la plus fréquente, c'est le col du fémur. Vous savez, le col du fémur, c'est comme un col de cygne, hein. C'est un peu comme ça. Donc ici, vous avez une fragilité, et ça peut se casser assez facilement. Alors là aussi, il y a des gens ce qu'on pense, c'est que c'est parce que on tombe qu'on se casse le col, alors que c'est l'inverse. C'est parce qu'on se casse le col souvent que l'on tombe. C'est-à-dire que c'est votre col, il y a tellement trop de contraintes mécaniques au niveau du col du fémur, il se casse et à ce moment-là on tombe et on se casse la figure. Il y a également d'autres fractures dont on peut parler tout de suite qui sont très 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 douloureuses. C'est les fractures vertébrales, hein. Toutes les vertèbres. C'est pour ça que les personnes âgées, les femmes notamment, elles perdent de la taille. Hein. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui faisaient 1m60 et passé un certain âge, elles ne font plus qu'à 1m50. Hein. Elles ont perdu 10 cm parce que vous avez des tassements des vertèbres. Les vertèbres se cassent. Les fractures ce qu'on appelle les fractures vertébrales, c'est hyper douloureux. On peut avoir des fractures du poignet également qui sont liées à l'ostéoporose. Enfin, tous les os peuvent se casser liés à une ostéoporose, mais c'est essentiellement les vertèbres, les poignets et les hanches. Vous avez dit une chose intéressante, je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on le précise sur la fracture du col du fémur. Vous avez dit que ce n'est pas la chute en soi de la personne, dans votre exemple, la personne âgée qui provoque la fracture, c'est le fait que le col se casse et donc la personne forcément perd l'équilibre. Casse la figure, ouais. Ah oui, absolument. Bon, alors si vous voulez, c'est pas 100%, hein, mais disons que quand on regarde un ratio de 100 personnes qui ont des fractures du col, c'est souvent, majoritairement, une fracture qui provoque une chute et non pas l'inverse. C'est pas la chute qui provoque la fracture. Moi, j'ai une personne qui s'est cassé le col du fémur dans mon cabinet il y a pas longtemps. Alors, elle n'est pas tombée, elle a simplement enjambé une petite marchette, et ça fait un mouvement un peu... alors, son col s'est cassé, il aurait pu se casser 1 heure avant, 1 heure après. Bon, c'est un coup de bol, ça s'est passé chez moi. Donc on a pu rapidement faire ce qu'il fallait, notamment au niveau de la prise en charge avec les pompiers pour l'hospitaliser tout de suite. Mais c'est pas forcément une chute. Il y a des chutes, bien entendu. Surtout on sait que les personnes âgées font des chutes un peu plus que les autres, mais il y a aussi des chutes qui sont non pas la cause, mais la conséquence de la fracture du col. Et donc vous parliez des personnes âgées pour qui on a l'impression que c'est plus ou moins inévitable. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent souffrir de l'ostéoporose? Bien sûr, il y a alors, toujours parmi les risques d'ostéoporose, vous avez les maladies auto-immunes, c'est-à-dire la polyarthrite, la spondylarthrite, enfin toutes ces maladies, lupus, etc. Ces maladies inflammatoires peuvent provoquer l'ostéoporose. Vous avez des gens également qui prennent un traitement au long cours qui peut favoriser l'ostéoporose. Alors, le principal traitement qui favorise l'ostéoporose, c'est la cortisone. Les personnes qui ont de la cortisone au long cours, alors que ce soit de la cortisone par la bouche, hein, ou alors les spritz, hein, les sprays de cortisone pour les asthmatiques, on sait qu'il y a quand même un passage sanguin de corticoïdes qui n'est pas neutre et c'est un facteur de risque d'ostéoporose. Donc vous avez très bien, c'est tout à fait possible d'avoir un sujet jeune, bon pas un ado, là ça serait vraiment des cas exceptionnels. En revanche, un quadra peut très bien, ou une quadra peut très bien avoir l'ostéoporose.
Et pareil, dans cette différence, dans ces différences qu'on peut observer, vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes, elles sont plus sujettes du coup à l'ostéoporose. Ouais. Alors, si vous voulez, au moment de la ménopause, vous avez à peu près 39% des femmes qui sont touchées par l'ostéoporose, et au-delà de 80 ans, on arrive à 70%. Donc, oui, effectivement, malheureusement, les femmes sont plus touchées par l'ostéoporose parce que justement l'action hormonale, les oestrogènes, ont un rôle très protecteur au niveau, enfin disons que ça permet de faire l'équilibre entre cette destruction et cette reconstruction. Quand vous êtes ménopausé, vous avez plus d'oestrogènes, et à ce moment-là, bon, malheureusement, c'est l'ostéoporose qui peut survenir. Mais 25% des fractures ostéoporotiques sont des fractures masculines, c'est-à-dire que ça peut aussi toucher les hommes. Alors les hommes, bon, c'est moins un problème hormonal qu'un problème, ce qu'on appelle iatrogène, médicamenteux. C'est-à-dire des hommes qui prennent des corticoïdes au long cours ou des aérosols, ou qui ont des maladies, comme je disais tout à l'heure, auto-immunes, comme la polyarthrite ou la spondylarthrite, ceux-là font l'ostéoporose. Mais pour revenir à une question que vous m'avez posée et qui me vient tout de suite, vous savez, vous avez des femmes qui ont ce qu'on appelle des ménopauses précoces. Ça arrive, hein, vous avez des jeunes femmes qui à 35 ans peuvent être ménopausées. Donc à partir de 35 ans, elles peuvent très bien faire l'ostéoporose. Je voudrais revenir sur le calcium, la vitamine D. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le rapport qu'il y a entre le calcium, la vitamine D, l'ostéoporose, nous dire où est-ce qu'on peut trouver, alors vous avez un petit peu parlé du calcium dans l'alimentation, où est-ce qu'on trouve la vitamine D, le rapport avec le soleil, enfin, débroussaillez-nous tout ça, s'il vous plaît, Dr Epstein. Alors, pour faire très simple, hein, parce qu'on pourrait rester des heures et des heures à parler de la vitamine D, la vitamine D, c'est la colle. C'est ce qui permet de coller sur la trame osseuse le calcium, qui va faire donc cette rigidité et cette force au niveau des os. Maintenant, la vitamine D, on en trouve où? Alors, le problème, c'est que c'est une hormone qui n'existe pas à l'état naturel dans le corps, parce qu'il faut qu'elle soit transformée par le soleil. C'est-à-dire que vous avez des précurseurs de vitamine D dans le corps, et il faut que le soleil ait une action de manière à transformer ce précurseur en vitamine D. Alors, naturellement, on peut en prendre dans les petites ampoules tous les mois, alors surtout chez nous, dans l'est de la France. Hein. Vous, en Israël, vous êtes tout le temps dehors, à moitié à poil, donc il n'y a pas de problème. Parce que, si vous voulez, les dosages qui sont optimaux, pour avoir un taux de vitamine D protecteur, non seulement au niveau de l'ostéoporose, mais d'autres pathologies, parce que je vous dis, on pourrait en faire une émission complète sur la vitamine D, il faudrait rester tous les jours, à moitié nu, pendant environ un quart d'heure, en plein soleil. Alors, votre dermato, il va pas aimer. Et à midi. Oui, forcément. Votre dermato, il va pas aimer. Votre voisin va adorer. Mais votre mari ou votre femme, je suis pas sûr qu'elle soit très contente de vous voir vous balader à moitié tout nu, en plein soleil. Donc, si vous voulez, ça, c'est très théorique. En pratique, il faut pas rester au soleil trop longtemps, parce que forcément, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes de peau et malheureusement les mélanomes qui sont liés au soleil. Par conséquent, pour bien faire, il faut prendre tous les jours, pas tous les jours, non. On peut prendre quelques gouttes tous les jours ou des ampoules mensuelles. Il y a des recommandations françaises qui sont maintenant parfaitement codifiées. On préconise 50 000 unités de vitamine D par mois. Chez les jeunes enfants, et Mickaël, vous savez ça mieux que moi, on supplémente les jeunes enfants avec de la vitamine D à cause du rachitisme. Alors, les choses ont vachement évolué. Pour employer un terme à la mode, on a changé de paradigme. Tout le monde emploie ce terme, donc il n'y a pas de raison que je l'emploie pas. Hein. Quand j'étais tout jeune médecin, on disait, bon, la vitamine D, c'est pour les gamins, on n'a jamais vu de rachitisme chez les adultes. On a complètement changé son fusil d'épaule et on se rend compte qu'il est nécessaire, mais vraiment très important, de supplémenter tout le monde en vitamine D. Bon, alors pour avoir des doses qui sont toxiques, il faut vraiment y aller. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter. Prendre une ampoule tous les mois et aller de temps en temps au soleil, c'est parfait. Et cette vitamine D est nécessaire pour ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique, donc pour un bon fonctionnement de tout ce système avec le calcium, de manière à pouvoir avoir des os qui sont bien solides et éviter l'ostéoporose. Alors en Israël, vous l'avez évoqué, figurez-vous que on n'est pas super gâté au niveau de la vitamine D, parce que justement, on a bien plus de soleil que dans certaines régions de France, mais on s'en protège aussi beaucoup plus. Donc c'est très juste ce que vous avez dit. Et donc on est justement peut-être plus exposé à un manque de vitamine D que des régions un petit peu moins ensoleillées où on essaie de capter un maximum les rayons.
Alors c'est très juste parce que nous actuellement en France et notamment dans l'Est, à cause de ce dérèglement climatique, on commence à avoir des étés également qui commencent à être très caniculaires où les gens ne sortent pas et c'est problématique parce qu'à ce moment-là, c'est là où il faut penser de supplémenter les gens en vitamine D parce que là actuellement on a 20, 22 degrés, 25 degrés en France, c'est merveilleux, c'est parfait pour se balader, mais dès lors que la température va augmenter un peu cet été et qu'on va arriver à des 40, on va dire aux personnes âgées, surtout ne sortez pas, restez bien au frais chez vous. Et par conséquent, c'est là où ils sont en déficit de vitamine D. De toute façon, dans l'Est de la France, tout le monde est en manque de vitamine D. Plus on descend vers le sud, plus on a de la vitamine D parce qu'il y a quand même un ensoleillement qui est un peu plus fort. Et puis, des personnes qui ont des peaux qui sont un peu plus protectrices par rapport au cancer de la peau. Mais c'est un autre sujet. Pour en revenir aux causes et aux gens qui sont touchés, est-ce qu'il y a un facteur génétique ou familial qui entre en jeu dans l'apparition de l'ostéoporose? Alors, pas dans l'ostéoporose elle-même, mais dans les causes de l'ostéoporose, bien entendu. Il y a toujours une participation. Tout est génétique. Il y a bien entendu par exemple, prenez l'exemple de la thyroïde. On a parlé la dernière fois de la thyroïde. On sait que les hyperthyroïdies provoquent de l'ostéoporose. Or, il y a une participation héréditaire par rapport à l'hyperthyroïdie. Donc oui, il y a les obésités. Bon, même si l'obésité est rarement génétique, on sait que les obésités peuvent provoquer plus d'ostéoporose. Vous avez des gens qui sont très minces, parce que dans les facteurs de risque d'ostéoporose, on n'en a pas parlé, mais vous avez des femmes qui sont très très minces, avec des index de masse corporelle qui sont inférieurs à 20. C'est un facteur de risque d'ostéoporose. Et puis là, vous savez qu'il y a des personnes qui sont des familles de minces et des familles de gens un peu plus costauds. Donc l'hérédité en elle-même peut rentrer en ligne de compte, mais surtout du fait des causes d'une ostéoporose. Effectivement, Dr Epstein, on n'a pas encore évoqué à ce stade des facteurs de risque. Éclairez-nous. Bon, les facteurs de risque d'ostéoporose, c'est déjà l'âge. C'est-à-dire que le fait d'être une femme, l'âge, ce sont les deux principaux facteurs de risque. On en a parlé, les traitements au long cours par la cortisone. Toutes les maladies qui provoquent des troubles du métabolisme, ce qu'on appelle phosphocalcique, donc tout ce mécanisme qui est très très complexe sur l'ossification, si jamais il y a des troubles hormonaux à ce niveau-là, ça provoque l'ostéoporose. Donc les maladies auto-immunes, on en a parlé, le tabac, encore une fois, l'alcool, encore une fois, la sédentarité, parce que ça c'est très important pour éviter l'ostéoporose, c'est d'avoir une activité physique justement pour stimuler l'os, parce que de toute façon, comme dans tout organe du corps, si jamais vous n'en servez pas, il va se mettre au repos. Donc il faut marcher régulièrement pour justement éviter l'ostéoporose. Les minces, les gens très très minces, un facteur de risque d'ostéoporose. L'obésité, comme on en a parlé aussi tout à l'heure, les gens qui ont des obésités morbides font plus d'ostéoporose que les autres. Et puis naturellement les troubles alimentaires, ceux qui ne mangent pas de calcium par exemple, ceux qui ne prennent pas de vitamine D, ce sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Mais le principal facteur de risque, qui est vraiment le facteur de risque qu'on appelle cardinal, c'est la ménopause. Par le manque d'oestrogène. D'hormones, oui. Est-ce que l'insuffisance rénale, dont on a parlé il y a quelques mois, provoque aussi de l'ostéoporose? Alors oui, ça peut provoquer l'ostéoporose parce que justement, avec l'insuffisance rénale, il y a des problèmes au niveau du métabolisme phosphocalcique. Il y a un manque de calcium, donc il y a une hormone qui s'appelle la parathormone qui se stimule pour supplémenter ce manque de calcium. Il y a un manque de vitamine D. Enfin, c'est clair que les gens qui ont des insuffisances rénales, les grosses insuffisances rénales font plus d'ostéoporose que les autres. Alors comment est-ce qu'on peut prévenir l'ostéoporose quand on a des facteurs de risque? Alors, la première chose que font les gynécos, c'est qu'ils prescrivent des hormones. Les femmes ménopausées savent ça, alors c'est sous forme de patch, de comprimés, il y a plein de formes de gel, il y a plein de formes galéniques qui existent justement pour prendre des hormones. Alors maintenant, on est revenu aussi sur un peu ce traitement qu'on faisait un peu systématiquement, parce qu'on s'est rendu compte que chez certaines personnes, ça pourrait provoquer des cancers du sein. Donc, faut être très prudent. Faut pas s'amuser à prendre des hormones sans en parler à son gynécologue et sans un suivi gynéco et notamment de mammographie régulier. Alors, hormis le traitement, la prise en charge, parlons plutôt de prise en charge, parce que la ménopause n'est pas une maladie, hein, c'est un état physiologique dans la vie d'une femme. Il faut manger du calcium, évidemment. Alors, éviter les laitages, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt du calcium végétal. Et pour bien faire, il y a des eaux minérales riches en calcium.
Et sinon, vous faites prescrire à titre préventif au moment où vous arrivez en préménopause du calcium à prendre tous les matins. Si un jour vous l'oubliez, c'est pas dramatique. Faut le prendre régulièrement de manière à avoir un bon stock de calcium. Prendre de la vitamine D et là, observance, attention parce que les gens l'oublient. On a beau les prescrire tous les mois. Quand on débarque chez les gens, on découvre 50 flacons de vitamine D parce que les gens ne le prennent pas. Ils oublient tous les mois. Ils y pensent pas forcément. La marcher. Ça, c'est important. Lutter contre la sédentarité. On sait bien que la marche, c'est bon pour tout. Naturellement, pas de tabac, pas d'alcool. Pas être trop mince, mais pas être trop gros non plus. C'est-à-dire avoir un index de masse corporelle à peu près correct. Et puis, autre chose qui est important au niveau prévention, c'est faire l'examen qui est le plus important, c'est la densitométrie osseuse, qui permet d'évaluer la quantité d'os, de calcium, d'os, dans votre squelette, et ce qui permet de faire régulièrement des densitométries osseuses. Ça permet de voir si jamais il y a vraiment une ostéopénie, c'est-à-dire un manque d'os dans votre squelette, et à ce moment-là, il faut quand même prendre beaucoup de calcium et de la vitamine D, et d'autres traitements dont on peut parler après, et puis en faire 1, 2 ans, 3 ans après, pour voir comment les choses progressent. Avant d'aborder les traitements autant de l'ostéoporose, on a parlé de traitements préventifs, mais de conséquences, vous avez parlé de différents types de fractures, je voudrais qu'on parle des différents traitements. Je voudrais savoir si vous, dans votre activité professionnelle, à partir d'un certain âge, vous suggérez de manière systématique le fameux dépistage par la densité osseuse et où de manière systématique, vous avez dit que les gynécos peuvent donner des oestrogènes, mais pas trop, vous donnez des vitamines D, calcium. Quelle est un petit peu votre façon de travailler, vous, en tant que médecin de famille? Alors, ce que je vais vous dire est très théorique parce que ça, c'est quand on a le temps de l'y faire et quand on y pense, et malheureusement, on n'y pense pas tout le temps. Et quand on a une pression dans la salle d'attente, il faut quand même un peu avancer. Mais ce qu'on devrait faire systématiquement, je le fais de temps en temps quand même, pas systématiquement et c'est un tort, c'est mesurer les gens. Parce que la taille, baisse de taille, c'est un premier signe d'ostéoporose. C'est-à-dire qu'une femme qui perd un demi-centimètre ou 1 centimètre, là, il faut quand même se méfier, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du squelette. Ensuite, alors ça, je le fais systématiquement, c'est les densitométries osseuses. Il est certain que toutes les femmes qui ont des traitements également pour le cancer du sein, qui sont des blocages d'hormones, il faut faire aussi des densitométries osseuses parce qu'on peut avoir de ces traitements des conséquences de l'ostéoporose. Les gens qui ont des facteurs de risque quand même qui sont évidents, les maladies auto-inflammatoires, auto-immunes dont on a parlé tout à l'heure, il faut leur faire des densitométries osseuses. Alors, il y a la densitométrie osseuse, la mesure de la taille et il y a un marqueur qui s'appelle le CTX sanguin que certains médecins qui le connaissent font. Ça permet également de suivre un peu l'évolution. Alors, c'est pas trop dépistage, c'est plutôt pour suivre l'évolution d'une ostéoporose. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est mesurer toutes les femmes, passé un certain âge. Mais est-ce qu'une femme, quand elle a perdu des centimètres, elle l'a senti passer dans le sens ça fait mal non, Parce que vous avez dit que c'est très douloureux quand on perd, quand les os se cassent, quand on se tasse. Alors oui, quand on a une fracture, oui, ça fait très mal. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il se passe ce qu'on appelle la cascade fracturaire. C'est-à-dire que vous avez une vertèbre qui commence un peu à se briser et tac, 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 toutes les autres suivent. Et à ce moment-là, on peut perdre plusieurs centimètres. Et effectivement, c'est un des premiers facteurs de plainte en cabinet de médecine générale de personnes un peu âgées qui ont mal au dos. C'est pas, c'est de l'arthrose. Non, c'est pas de l'arthrose. Il suffit de faire une radio du dos toute bête. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des fractures cunéiformes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment bien la vertèbre qui est complètement écrasée. Et à ce moment-là, le but du jeu, c'est d'empêcher que les autres connaissent les mêmes destins et que ces femmes perdent de la taille, risquent de se casser le col du fémur, après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, les hospitalisations, ça traîne, on reste à l'hôpital, et on rentre à l'hôpital, on est en bon état général, et quand on en sort, c'est une catastrophe. Alors, les traitements, justement, les traitements préventifs, on en a parlé. Alors, le traitement des conséquences des fractures, c'est vrai que c'est de l'orthopédie, mais est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur les différentes types d'interventions qu'on peut avoir en cas de fracture du col du fémur, de vertèbre, du poignet, vous l'avez aussi évoqué. Bon, les fractures du col du fémur, de toute façon, ça, c'est pas besoin de tourner autour du pot, c'est une prothèse. On met une prothèse, alors ça dépend de l'âge également.
C'est-à-dire que certaines personnes peuvent nécessiter uniquement un clou, d'autres personnes des vraies prothèses complètes de hanche. Bon, c'est Qu'est-ce qui fait que certaines personnes bénéficient d'un clou et d'autres une vraie prothèse? Alors, ça dépend un peu du type de fracture, pour commencer, et deuxièmement, ça dépend beaucoup de l'âge de la personne. On va plutôt enclouer des personnes plus âgées. On mettra des prothèses à quelqu'un dont le pronostic fonctionnel est bon et on sait qu'elle pourra retrouver une activité et de la marche. C'est simplement disons une décision qui est prise collégialement entre le chirurgien, les médecins, la famille, pour savoir un peu quelles sont les choses qu'on peut faire. Moi, j'ai déjà vu mettre des prothèses à des femmes de 90 ans, des vraies prothèses de hanche, parce qu'elles avaient encore un bon pronostic fonctionnel et qu'elles avaient besoin de marcher. Maintenant, pour les vertèbres, il y a un truc qui est vachement bien, ça s'appelle la cimentoplastie. C'est très moderne comme chose, comme prise en charge. On injecte une forme de ciment dans la vertèbre pour lui redonner un peu une tonicité et qu'elle soit un peu plus costaude. Donc ça se fait sous anesthésie générale ou pas. On peut faire une anesthésie locale, sous scanner ou sous IRM. On repère la fracture, la vertèbre qui est fracturaire, et à ce moment-là, on injecte une sorte de ciment de manière à reconstruire un peu la fracture et éviter qu'elle s'effondre encore plus. C'est vraiment très très efficace et les gens sont très contents parce que ça enlève quand même sacrément des douleurs. Bon, les poignets, alors la fracture la plus connue du poignet de la personne ostéoporotique, c'est ce qu'on appelle la fracture de poutre-au-col. Elle tombe comme ça, les deux mains en avant, et catch, elle se casse les deux os. C'est-à-dire le cubitus et le radius qui se cassent. Bon, bah là, c'est un traitement orthopédique, hein, avec des broches, enfin, un genre de choses. Bon, c'est quand même pas terrible, hein. Si on peut éviter ça, c'est quand même pas mal, surtout que c'est pas très compliqué à faire en sorte d'éviter. Alors, le problème, si vous voulez, que nous on rencontre, c'est qu'on y pense dans l'écrasante majorité des cas, on leur prescrit des médicaments. Maintenant, est-ce que l'observance est bonne? Ça, c'est autre chose. Que les gens n'oublient pas de le prendre parce qu'ils ont... C'est compliqué de donner des médicaments à titre préventif parce qu'ils sentent rien. Quand il n'y a pas de symptômes. Voilà. Bah voilà, on sent rien, donc pourquoi prendre un médicament quand on sent rien? C'est le même problème pour l'hypertension artérielle, hein. L'hypertension, on peut se prendre sa tension et se rendre compte si ça marche pas. En revanche, l'ostéoporose, non, on sent rien du tout. Donc c'est très compliqué d'avoir une observance correcte. Mais au-delà de ça, il y a des traitements médicamenteux pour l'ostéoporose qui sont aussi très efficaces. Vous avez ce qu'on appelle les biphosphonates, qui sont un traitement que l'on prend généralement une fois par semaine ou sous perfusion, enfin il y en a différents types, qui permettent de renforcer la trame osseuse. Si vous voulez, c'est pour imaginer une toiture, la trame osseuse c'est la toiture et le calcium c'est les tuiles. Donc on permet de renforcer la trame, on reprend du calcium, c'est-à-dire qu'on reconstruit totalement l'architecture de l'os, les biphosphonates. Et puis maintenant on a un traitement qui est très très moderne, ça s'appelle en France le Prolia, qui sont des anticorps anti-RANK ligand. Alors là je sors un peu ma science. C'est simplement, on sait très bien au niveau du métabolisme de l'os qu'il y a certains médiateurs, certaines choses qui accélèrent un peu le processus d'ostéoporose. Donc on injecte certains anticorps qui permettent de neutraliser ce médiateur qui accélère l'ostéoporose. C'est super efficace, c'est très bien toléré, ça coûte un peu cher, mais quand on voit le prix d'une fracture osseuse et une prise en charge d'une ostéoporose, ça vaut le coup, hein. Nous arrivons déjà au terme de cette émission et vous avez répondu à de nombreuses de nos questions, comme d'habitude avec beaucoup de précision. Quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs de Tandem TV pour éviter tous les problèmes que peuvent être liés à l'ostéoporose au niveau de la prévention, le suivi? Voilà. Si leur médecin est peut-être trop occupé et comme vous l'avez expliqué, parfois on ne prend pas le temps qu'il faut parce qu'il y a beaucoup d'activités, qu'est-ce que le patient lui-même peut faire face à ce fléau qui en est véritablement un? Eh ben, écoutez, moi je pense que déjà la première chose à faire pour une femme ménopausée, c'est de se mesurer. C'est pas compliqué, vous prenez une porte, vous mettez une règle, hop, un petit trait, et vous vous mesurez régulièrement de manière à pouvoir, si jamais vous commencez à perdre de la hauteur, à perdre de la taille. À ce moment-là, vous pouvez très bien voir votre médecin en disant « Oula docteur, j'ai perdu 2 cm, ne serait-ce point de l'ostéoporose ». Ça, c'est important au niveau du dépistage. Deuxièmement, pour éviter d'en arriver là, allez voir votre gynéco dès que vous êtes ménopausé. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes ménopausé que la vie s'arrête. Ça, c'est n'importe quoi. Si on considère que la vie s'arrête à 55 ans ou 50 ans, voire 60, c'est comme bien triste. Donc, il faut aller voir votre gynéco pour bien vous faire suivre
pour prendre en charge cette ménopause et notamment les problèmes d'ostéoporose. Allez faire des densitométries osseuses régulièrement. Ça, c'est important également pour dépister l'ostéoporose. Ensuite, si jamais vous avez effectivement des facteurs de risque d'ostéoporose, que ce soit familiaux, des ménopauses précoces, des traitements par cortisone, que ce soit péros, enfin, par la bouche ou inhalé, il faut absolument faire des densitométries osseuses aussi régulièrement, de manière à bien vous faire bien dépister cette ostéoporose. Si vous avez un poids qui est trop bas, un index de masse corporelle aux alentours de 17-18, c'est pareil, il faut faire des densitométries osseuses régulièrement. Et au niveau de la prévention alimentaire, ne mangez pas donc des litres de lait, comme on l'a dit tout à l'heure. Prenez plutôt des comprimés de calcium que vous pouvez trouver en pharmacie, voire vous les faire prescrire. Prenez de la vitamine D, c'est pareil, demandez à votre médecin qui vous en prescrive et prenez-la, hein, c'est pas la peine de les stocker derrière le bar, les petites bouteilles de vitamine D. Allez au soleil, mais raisonnablement. Et surtout, pas de tabac, pas d'alcool et marchez. Mais ça, c'est bon pour tout. Docteur Epstein, comme à notre habitude, Aurore et moi, on vous remercie pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Moi, je remercie Aurore pour tout le travail qu'elle a effectué et les questions intéressantes qu'elle a posées au docteur Epstein. Et puis nous, on se retrouvera lors de la prochaine émission avec un sujet que nous avons cette fois choisi, un scoop du de Doc, puisque nous allons parler de l'AVC. Docteur Epstein, on compte sur vous pour nous en parler. Mais non, vous n'avez rien à réviser, vous savez tout par cœur. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci docteur. Merci C'était très intéressant. Merci, à très vite sur ton À très bientôt. Au revoir. Bye bye.